Une production Sideways Media. Bienvenue au balado Dernier souffle. Un balado qui aborde la fin de vie et les soins palliatifs avec humanisme, ouverture et transparence. Animé par Catherine et Véronique, on vous invite dans ce bel univers. Bonne écoute! Alors, bonjour tout le monde. Dans l'épisode d'aujourd'hui, notre invitée est Marie-Ève Nadeau, chef du service d'oncologie, des soins palliatifs et spirituels de Thetford Mines. Oui, donc Marie-Ève est venue nous parler en fait des directives médicales anticipées. Ça, en fait, c'est une façon d'émettre à l'avance nos désirs par rapport à des soins si jamais on tombe inapte. Oui. Fait qu'on a vraiment essayé d'expliquer du mieux qu'on pouvait c'était quoi. On a aussi parlé un petit peu de la loi qui encadre les soins palliatifs. C'est super intéressant d'ailleurs que des choses qu'on ne savait pas, hein? Ouais. Tu sais, que vous êtes régie, toute l'équipe médicale. Exactement. Des fois, on ne sait pas ce qui se passe, puis finalement, on Ouais. comprend. On va comprendre dans cet épisode. J'espère que vous allez aimer. Oui, vraiment. puis n'hésitez pas à partager aussi le balado à vos amis, vos proches, vos familles. Puis merci beaucoup. Bonne écoute. Alors, Maria, je pense que je vais te laisser tout de suite la parole pour que tu puisses te présenter. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Marie-Ève Nadeau. Je suis gestionnaire au CIS de Chaudière-Appalaches. Je suis chef, en principe, un petit peu plus en détail. Là, je suis en chef et responsable des soins palliatifs et de fin de vie. Donc, ce que le ministère émet comme recommandation, bien, moi, c'est mon rôle, c'est de le faire appliquer partout en Chaudière-Appalaches. Et aussi, je m'occupe des soins oncologiques du côté de Beauce et de Thetford. Et aussi, je suis responsable de coordonner les intervenants en soins spirituels qui collaborent beaucoup dans l'approche palliative, là, dans l'accompagnement et aussi là, dans les soins là, de fin de vie. Puis ça fait combien d'années que tu travailles dans le domaine des soins palliatifs, tu le sais-tu? Ça fait presque, je vous dirais, au moins 10 ans. OK, quand même. Oui, que je Toi, suis t'es plus... infirmière Oui, de je suis une infirmière. Oui, c'est ça. Oui, je suis une infirmière. Avant d'être gestionnaire. Oui, ça fait quand même plus de 25 ans. Là, je suis infirmière, mais au fil du temps, c'est un sujet qui m'intéressait. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'avoir un travail là, en lien avec les soins palliatifs. Oui. Puis qu'est-ce qui fait que vous aimez ce département-là des soins palliatifs? Qu'est-ce qui vous a amené à aller là, en fait? C'est les soins palliatifs, c'est quand même un domaine où est-ce que, dans la profession d'infirmière, on a un petit peu le côté don de soi, accompagnement, écoute. Puis je trouvais qu'on pouvait bien faire ce rôle-là au niveau des soins palliatifs. C'est une clientèle, il est certain que c'est un moment un peu plus triste et un peu plus difficile dans le passage d'un épisode de vie, là, quand on est rendu en soins palliatifs et en fin de vie. Mais quand même, c'est gratifiant d'être proche de ces gens-là, de les accompagner, de les écouter, puis de s'assurer aussi qu'ils bénéficient de bons soins. Il y a beaucoup de professionnels souvent qui vont œuvrer autour du patient là, quand il est à l'hôpital. Fait que donc, on s'assure un petit peu que tout est bien coordonné, puis que la personne, elle bénéficie, c'est ça, là, de bons soins dignes et... On respecte à ses valeurs, puis à ses volontés, là. Oui, on accompagne au mieux les gens. Toujours des personnes qui sont plus réfractaires, si on peut dire ainsi, là, au service. Mais quand même, en soins palliatifs, c'est rare là, que les gens refusent de l'accompagnement et du soutien là, dans ces moments-là. Là. Quand même un moment de fragilité. De vulnérabilité, beaucoup. Donc, effectivement. C'est drôle, c'est ce qui ressort souvent, hein, Catherine. C'est beau d'entendre ça. Ouais. Mais comme gestionnaire, c'est sûr que je coordonne plus. Je suis moins auprès des usagers, mais quand même, on travaille en collaboration avec tous les professionnels. Donc, c'est intéressant parce que les gens qui travaillent auprès de ces usagers-là, puis ils sont là de cœur, puis par choix. Hein, donc, c'est un plus pour les patients. Oui, oui, c'est sûr. Fait que si on rentre dans le vif du sujet, aujourd'hui, on va parler, c'est ça, comme j'ai dit, de la loi sur les soins palliatifs. Fait que c'est quoi cette loi-là? Pourquoi qu'il y a une loi en soins palliatifs?
Bien, on pourrait en parler très, très longuement, mais je vais quand même essayer d'être un peu plus brève parce que, tu sais, dans le fond, c'est très fastidieux. Tout d'abord, tu sais, il y a eu certains usagers de la population qui ont fait des représentations auprès du gouvernement de par leurs conditions qu'ils jugeaient intolérables et qu'ils avaient des souffrances. Je peux pas aller nommer là, spécifiquement les cas là, qui ont passé à la cour même, mais ces choses-là ont fait qu'il y a une mobilisation populationnelle qui a engendré certaines commissions. Donc, ces commissions-là, au Québec, c'est des gens de la population, des spécialistes, des membres de certains groupes aussi de protection des usagers et des proches qui ont fait un rapport, puis qui a terminé, dans le fond, en demande d'améliorer les soins palliatifs et de fin de vie au Québec. Donc, c'est dans les années 2015, mais on pourrait dire que tout le travail en amont de la population et des professionnels et même, c'est Mme Yvon, là, une ancienne ministre, qui ont travaillé fort, dans le fond, pour faire adopter une loi là, au Québec pour que ça soit balisé. Il y a toujours eu des soins palliatifs au Québec, mais avoir des choses plus balisées, puis aux besoins actuels de l'année 2015, là, 14-15, là, de la population. Fait que, tu sais, dans le fond, la loi, c'est ça, ça vise à assurer aux gens de la communauté, là, tu sais, à n'importe qui, de recevoir les bons soins, tu sais, de recevoir des soins palliatifs adéquats, adaptés à sa condition, respectueuse, puis ça peut être aussi simple que, par exemple, que la personne ait une fin de vie dans une chambre toute seule, tu sais. Fait que ça sert à ça un peu, là. C'est ça. Puis ça l'a permis de... Tu sais, cette loi-là a permis de structurer un peu plus les soins palliatifs pour que ça soit équitable partout au Québec. Il y avait quand même des régions où c'était peut-être moins présent, où que l'offre de services était moins là. Fait que cette loi-là, elle a aussi aidé à baliser les soins prodigués de façon équitable et juste à toute la population du Québec, autant dans le Grand Nord que à Gatineau ou ici à Thetford Mines. Là. Donc, c'était pour réviser, entre autres, comment qu'on... dans les directions, là, dans les centres hospitaliers et les régions, là, comment on structure le tout, là, dans le fond, de façon plus, comment dirait-on, plus... je trouve pas mon mot, là, mais plus sur papier, la structure, les employés qui doivent œuvrer autour des usagers, quels soins peut bénéficier un usager, quel service qu'il y a de l'ergothérapie, de la physiothérapie, est-ce que l'équipement au bon moment, etc., etc. Et il y a une politique sur les soins palliatifs, puis ça, je pense, c'est obligatoire dans chaque... 6, là, maintenant, là. Il y a une politique qui doit être faite. Un protocole politique, de mettre aussi qu'on soit structuré au niveau pharmacologie aussi. Fait que tout le volet de la pharmacie ont développé des outils. Niveau ergothérapie, physiothérapie, nutritionniste, ils ont quand même développé des outils. Plus structurer les choses dans les équipes de soins. Mais la loi, c'est peut-être pas juste ça non plus, là. Mais quand même, ça a amené une belle structure comme au département ou à l'univers des soins palliatifs. C'est quand même intéressant. Ça s'étend partout au Québec. Mais c'est récent quand même, 2015. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est pas loin, là. Mais c'est le fun. Puis dans cette loi-là aussi, ils ont balisé un peu aussi les obligations des ordres professionnels. Au niveau du Collège des médecins, de l'Ordre des infirmières, au niveau pharmacologique. Les maisons soins palliatifs aussi, comment ça doit être encadré pour que les soins soient de qualité. Donc, parce que ça aussi, ça s'est au fil des années implanté, les maisons de soins palliatifs. Donc, c'est vraiment pour structurer cette loi-là, les obligations, les règles, dans le fond, qu'on doit appliquer au Québec. Puis de ça découle une certaine surveillance aussi. Tu sais, le gouvernement... Ben c'est ça, c'était ça ma question. Comment que la surveillance est faite par rapport justement à cet univers-là pour appliquer, pour s'assurer que ça respecte bien le protocole et la structure?
Bien, on doit se référer à des instances au gouvernement. Hein. OK. Il y a une direction des soins palliatifs et de fin de vie au ministère. Donc, le ministère nous oblige à avoir des répondants dans tous les centres de santé. OK. On a des redditions de comptes. Hein. On doit donner des chiffres sur certaines données là, qu'ils veulent. Puis aussi, on doit émettre des rapports annuellement, comment on est structuré, est-ce qu'il y a une continuité, est-ce que les CIS et les centres, autant les centres d'hébergement, les CLSC, les hôpitaux, est-ce que, tu sais, on structure? Puis aussi, on appelle ça des visites d'agrément. Là. Ouais, Donc, on a aussi des visites ministérielles. C'est une entité à part, là, tu sais, qui est au nom du ministère, font des visites de surveillance de la qualité. Donc, on a l'obligation, 4-5 ans, tous les centres, de se faire évaluer et de répondre à des normes. Donc, c'est aussi en lien avec la loi. OK. Ah, mais quand même, c'est bien ancré, là. Puis là, la loi sur les soins de fin de vie, dans le fond, englobe l'aide médicale à mourir, la sédation et les directives médicales anticipées. Oui. Fait que là, on va en parler. Fait que c'est quoi ça, les directives médicales anticipées? Oui, Toi, c'est Véro, quoi? connais-tu ça? Non. Non, c'est ça, hein? Pas du tout. C'est pas beaucoup connu, puis ça n'a pas été publicisé non plus, là. Je vous dirais que quand la loi est apparue, ça a pris une couple d'années avant que ça se mette en œuvre parce que c'était très complexe au niveau du ministère. Ça prenait un formulaire qui est fait en bonne et due forme, approuvé autant par le volet avocat, notaire. Tu sais, c'était vraiment des gros travaux gouvernementaux. Puis aussi, ça prenait une façon de comment on peut repérer ce formulaire-là, comment qu'on doit y avoir accès, comment à l'hôpital, ils vont s'assurer que les professionnels de la santé vont pouvoir avoir accès à ce formulaire-là. Fait qu'ils ont quand même émis une brochure, c'est une petite brochure gouvernementale qu'on retrouve sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux. Une directive médicale anticipée, là, c'est une forme d'expression des volontés de soins en prévision de l'inaptitude à consentir à des soins qui découlent de la loi sur les soins de fin de vie. Donc, les directives médicales anticipées, je lis un petit peu parce que ça résume bien, consiste en un écrit, donc un formulaire pour lequel une personne majeure apte à consentir à des soins indique à l'avance les soins médicaux qu'elle accepte ou qu'elle refuse de recevoir dans le cas où elle deviendrait inapte à consentir à ces soins dans des situations bien précises. Tu sais, c'est pas... ils ont quand même balisé ça parce que on pourrait demander ça pour n'importe quoi, tu sais. Fait que c'est pas tous les soins qui sont écrits dans le formulaire. C'est certains soins pour certaines situations. Puis, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de situation, les filles? Peut-être que... Oui. Parce qu'on dirait que là, ça me vient pas. Ouais. Tu sais, dans le formulaire, il y en a des exemples, mais ça peut être... par exemple, si on a des atteintes cognitives graves et potentiellement irréversibles, que, tu sais, on est tenu en vie un peu artificiellement et que les médecins jugent que, bon, il pourrait avoir des répercussions graves. Donc, là, c'est de savoir, tu sais, la personne, bon, est dans le coma. Fait que là, on peut pas lui demander, là, bon, qu'est-ce que tu veux, là, pour la suite des choses, là. Fait que, tu sais, c'est dans ces genres de situations-là où ce que la personne va devenir inapte, dans le fond, elle sera plus capable de répondre d'elle-même. Puis ce formulaire-là a la particularité qu'il est contraignant pour les professionnels de la santé. Donc, ça veut dire que contraignant, ça veut dire qu'ils ont l'obligation. C'est comme si c'est toi, mais sur papier, qui dit, moi, disons, je ne veux pas, si j'ai une mort cérébrale qui a été validée au préalable, là, pour s'assurer qu'on a fait tous les tests pour dire vraiment que le cerveau ne fonctionne plus, tu sais, que je ne veux pas être branchée sous respirateur. OK, je comprends. Aussi, une autre situation, disons... Pas être alimenté de force, là, tu sais, avoir un gavage. Être réanimé. La réanimation est là-dedans cardiovasculaire, là, tu sais, faut... c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment des éléments comme ça. Puis nous, les professionnels de la santé, bien, ça a été bien quand même pensé parce que ce formulaire-là, il est accessible par la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec. On peut appeler...
où on peut aller sur leur site web puis demander un formulaire. Fait que On peut-tu, je me souviens pas, on peut-tu le télécharger ou ils nous l'envoient On peut par le la poste? On peut le télécharger. télécharger, hein? mais on Ouais. peut le recevoir papier C'est ça, par la ouais. poste. Mettons parce qu'on que- n'a pas d'imprimante, là, on C'est le ça. demande puis ils nous l'envoient par la poste. Et aussi, ben, les Ouais. professionnels de la santé, ils sont disponibles pour accompagner quelqu'un Mais oui. qui a de la difficulté à lire, par exemple. Ouais. OK. Parce qu'une tierce personne peut co-signer ces documents-là. Mais ça prend des signatures. Ça Donc, prend 2 témoins. Oui, 2 témoins. Quand Ça on peut être remplit n'importe le qui formulaire, qui ouais. connaît bien la personne. Puis, disons, ça se fait à 3 personnes. Fait que dans le fond, c'est de bien lire le formulaire, tous les points, parce que c'est très, 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 très bien expliqué. C'est simple. Donc, il n'y a pas de pogne, entre Non, guillemets. c'est ça, Tu sais, ouais. les gens, ils ne pourront pas se faire prendre ou pas comprendre. Là, c'est vraiment bien expliqué simplement. Puis tu sais, quand tu disais tantôt que c'est contraignant, juste pour clarifier, c'est qu'en fait, s'il y a un formulaire de directive médicale anticipée de compléter, puis que le médecin, bon, il va voir dans le registre, puis il voit ça, si la famille s'oppose aux décisions qui ont été prises dans les directives médicales anticipées, le médecin ne peut pas prendre la décision du proche. Il doit absolument respecter ce qui est écrit dans le formulaire. Ça, probablement que ça peut causer justement beaucoup de friction avec la famille, de l'incompréhension. La seule façon qu'on pourrait Révoquer. c'est d'aller en cours. Ouais. C'est Mais ça. habituellement, ce sont des situations là, jugées prioritaires au niveau de la Cour là, du Québec. Donc, le faut délai... quand même prouver que le patient, quand il a rempli le formulaire, il n'était pas apte Je comprends. à le compléter. Fait que ça peut être Puis ce formulaire-là, dans le fond, un coup qu'il est signé, ce qui est important aussi de nommer, c'est que quelqu'un qui fait des modifications à son testament chez le notaire pourrait demander au notaire de le compléter avec lui. Ah, ben C'est oui. automatiquement envoyé dans le registre québécois des directives médicales anticipées. C'est bien. Mais quelqu'un qui n'a pas les sous, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui veut faire juste ça chez le notaire, tu sais, qui va prendre un rendez-vous puis faire juste une demande de médical anticipé, ben, il peut tout faire ça dans le confort de son foyer. Puis, par la suite, ben, il retourne le formulaire, l'original, à la Régie de l'assurance maladie du Québec et tout est bien identifié dans l'enveloppe, là. Il y a les étapes 1, 2, 3, 4, là, tu sais, fait que la personne, elle peut bien suivre les étapes pour compléter puis retourner. Mais on recommande aux gens de garder des copies. Oui. Ben oui. Puis d'en donner au médecin de famille. Et d'en parler d'en aux parler, proches. surtout à leurs proches, des choix qu'ils ont fait dans les directives, finalement. Là. Ben Tu sais, oui, d'être parce que sinon, ça réanimé. Non, surprend. Ben, exactement. Puis, tu sais, c'est... Exactement. Puis même donner une copie même à ses enfants, à ses parents, tu sais, aux proches. Là. Parce qu'on le voit souvent, des fois, il y a des situations de fin de vie dans les derniers moments plus conflictuelles. Hein. Ça peut arriver dans toute bonne famille, Ben oui. des conflits. Là. Donc, cette façon-là, c'est dans le fond, c'est un peu de décider qu'est-ce qu'on veut sur notre fin de vie, comment qu'on veut notre cheminement, quel choix qu'on peut prendre. Puis au Québec, ben, on est les seuls en Amérique du Nord à avoir ce type de formulaire-là, puis de pouvoir nommer les choix qu'on veut faire. Mais c'est certain que quand on regarde dans le document, ben, il y a quand même, comme on le dit au début, des situations cliniques bien spécifiques. Puis un formulaire aussi d'aide médicale, un formulaire de directive médicale anticipée exclut actuellement l'aide médicale à mourir. Donc, c'est vraiment deux OK. choses séparées. Là. OK. Ouais, c'est souvent vraiment. demandé, ça, par Ben les oui. gens. Est-ce que l'aide médicale à mourir, on peut la demander à l'avance? Mais Dans ça, la c'est loi, exclu. actuellement, aujourd'hui, non, on ne peut pas la demander à l'avance. Mais c'est dans les projets de loi, éventuellement, de pouvoir faire une demande anticipée pour l'aide médicale à mourir. Mais là, le ministre n'a pas complété ses travaux. Donc, ça va être sûrement dans les médias lorsque le temps se sera complété, Ah, ça, c'est sûr, hein. Ouais. mais pas pour le moment. Non, OK. c'est ça. Ah, ben, c'est intéressant. C'était ma prochaine question, on aurait dit. Ouais. Merci. Puis, tu sais, les situations cliniques sont visées, ben, on peut les nommer. Tu sais, dans le fond, il y a des situations de fin de vie.
Fait que, tu sais, c'est super bien écrit, là, aussi, dans le petit livret, là. Fait que quand une personne, dans le fond, a une maladie incurable, puis qui est en fin de vie. L'autre situation, c'est quand il y a des atteintes sévères et irréversibles des fonctions cognitives. Un état comateux, par exemple, comme on a nommé. Puis l'autre, c'est quand il y a des atteintes sévères, mais des fonctions cognitives, par exemple, des cas d'Alzheimer, c'est ça, des démences, tout ça. Fait qu'il y a 3 situations cliniques. Puis dans ces 3 situations cliniques-là, il va y avoir des soins pour chacune d'elles. Qu'on va, tu sais, dans le formulaire, c'est vraiment simple. On coche oui ou non. Okay. Est-ce qu'on veut la réanimation? Oui ou non? Est-ce qu'on veut avoir une ventilation assistée? Oui ou non? De la dialyse. Alimentation et hydratation forcée, puis alimentation et hydratation artificielle. Puis dans le formulaire, ainsi que dans le dépliant, bien, on explique quand même chaque soin parce que ça peut être un peu du chinois là, pour les gens qui ne sont pas familiers aux termes médicaux. Fait que je trouve ça, moi, très bien fait là, et simple. Puis aussi, ben, tu sais, quand on... Peu importe où est-ce qu'on le rend complète en ligne ou par formulaire ou chez le notaire, bien, tout est relu, hein, vraiment, pour éviter de l'ambiguïté. Donc, tu sais, pour que la personne prenne vraiment une décision. Puis peut-être que ça va... C'est une question peut-être que j'anticipe que tu me poserais, c'est que ça peut être révoqué. Hein? On peut dire... on peut dire... On peut changer d'idée? C'était ça ma question. Oui, c'est ça. Ben, on peut, parce que dans le fond, l'usager ou le patient, comme vous voulez, a toujours le dernier mot. S'il est apte... Ben, il peut toujours décider en dernier recours, à un moment donné, en cours de route, dire « Hey, moi, je veux plus ça. » là. Ben, il faut quand même refaire un formulaire, par exemple. OK. Puis, exemple, là, qu'il est apte cognitivement, qui est là, mais qui n'est pas capable de le compléter. Est-ce que quelqu'un qui peut l'aider? Oui, une tierce personne peut le représenter. OK. Peut signer. Tu sais, mettons que la personne est en incapacité physique là, de signer, OK. En autant qu'elle soit apte et majeure. Un enfant ne peut pas faire témoin, non. Puis il faut avoir une carte d'assurance maladie aussi. Fait que, tu sais, c'est assez simple, somme toute. Puis ça peut éviter beaucoup de conflits, là. Tu sais, beaucoup de... Dans la famille, surtout. Je pense que c'est là où c'est intéressant, c'est de pouvoir en discuter avec ses proches. C'est sûr que c'est un sujet qui est quand même... on parle pas de ça à Noël, là, mais tu sais, ça l'ouvre un peu la porte de savoir les besoins de la personne. Parce que moi, je pense comme ça, mais toi, ça veut pas dire que tu penses comme ça. Donc, tu sais, je pense que c'est intéressant de se positionner puis de voir qu'est-ce que... Faut y penser un petit peu à notre fin de vie parce que c'est plate à dire, mais ça va venir. Hein? Malheureusement, on va tous passer par là. C'est intéressant de savoir qu'il y a justement un formulaire qui peut. Moi, je pense qu'un message là, qu'on pourrait retenir, c'est qu'il n'y a pas de mauvais moment pour en parler. Puis le plus tôt qu'on en parle, puis qu'on n'est pas dans une situation de fin de vie ou de maladie grave. Ou de souffrance. Ou de souffrance, c'est ça. Je pense que c'est d'initier une discussion, puis de façon très précoce. Moi-même, il y a quelques années, parce que ça fait déjà un petit bout, hein, 2017, 16-17, que c'est disponible, que je l'ai fait avec mes parents. Moi, je me suis assise avec mes parents, puis j'ai été témoin, disons, avec ma mère pour mon père, puis et l'inverse. On l'a tout fait, nos 3. Puis à cette époque-là, ben, tu sais, j'étais quand même un petit peu plus jeune. J'avais dans la quarantaine. Parce que dans les moments où est-ce qu'on pourrait en avoir de besoin, ben ça peut être aussi un autre exemple, c'est j'ai un accident de voiture. C'est ça. Je tombe dans l'inconscience. Faut vous aviser là, les auditeurs là, que les ambulanciers puis à l'urgence, là, ils sont pas obligés de faire une recherche de directive médicale anticipée. Mais au cours de l'hospitalisation, par exemple, il y a des professionnels qui vont le faire. Puis si là, on détermine, comme Catherine le nommait, qu'il y a une mort cérébrale, là, ben, on va pouvoir l'appliquer. Parce que, tu sais, dans un soin d'urgence, ils sont régis par des lois, hein, les gens des premiers soins, là. Donc, ils peuvent pas ils n'ont pas accès au registre. Aussi là. rapidement. Ben non, c'est ça, ils vont... C'est la logique C'est aussi. ça. Là. C'est ça. Puis, tu sais, il faut quand même
prouvé que le cerveau, là, on est rendu à mort cérébrale. Là, tu sais. C'est ça. On ne ferait pas ça à l'avance. Fait qu'il ne faut pas que les gens aient peur qu'on peut appliquer ça n'importe quand. Non, Parce que c'est c'est ça. vraiment pas le cas. Des cas Non. précis, là. Oui. Oui, c'est ça. Oui. OK. Puis C'est c'est ça. intéressant. Puis, tu sais, c'est intéressant aussi pour les cas de démence. Hein? Tu sais, les gens qui sont atteints d'Alzheimer, ben on le sait que c'est ça. Quand tu es atteint de démence, tu n'es plus apte, là, dépendamment du stade, là, mais quand tu es assez avancé, tu n'es plus apte pour prendre ces décisions-là. Fait que c'est ça. Ça permet vraiment de faire respecter tes volontés, dans le fond. Oui. Oui. Le plus tôt possible de le faire, en le fait, mieux. parce que c'est ça, on voit quand même, je veux dire, dans le cas d'un accident, là, je veux dire, je veux dire, on peut pas prévoir ça. Non. Même chose qu'une démence, ou, tu sais, je veux dire, ça Ouais. l'arrive, puis un cancer, ou peu importe. Oui. Puis, tu sais, comme tu as dit tantôt, Véro, je trouvais ça bon, tu sais, ça permet d'amorcer aussi une certaine réflexion sur la mort, ma fin de vie, tu sais, comment je veux ça plus tard, si je suis atteinte de telle condition, qu'est-ce que je veux vraiment, tu sais? Si je perds toute mon autonomie, si je deviens dépendant de quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça, ça permet d'amorcer une réflexion, de le partager aussi à nos proches, à nos familles. Puis je vous dirais que, tu sais, au Québec, là, ça fonctionne quand même assez bien. En Chaudière-Appalaches, c'est sûr malheureusement, le gouvernement n'a pas fait beaucoup de publicité. Mais quand même, je sais que dans mes collègues en Chaudière-Appalaches, on a quand même fait plusieurs conférences tu sais, sur le sujet dans des organismes à but non lucratif. Donc, tu sais, on a essayé de faire connaître un peu plus les choses. Il reste encore du boulot à faire, mais quand même, c'est vraiment une belle initiative, je trouve, au Québec, là, d'avoir accès à cette directive-là. Une question qui m'a déjà été posée par des gens, c'est est-ce que si j'ai un mandat de protection que j'ai rédigé chez un notaire, est-ce que c'est applicable? Bien, la directive médicale anticipée, elle a préséance sur le mandat. Donc, elle vient un peu en priorité. Ah, c'est vrai, c'est bon que tu rajoutes ça, oui. Oui. Ouais, il y a des mandats d'inaptitude, dans le fond, qui sont faits. Ça, c'est chez le notaire. Chez le notaire. Mais il faut, pour qu'il soit effectif, il faut le faire homologuer. Oui. Ah, OK. Puis une homologation, ça peut prendre un certain temps. Fait que la directive, elle n'a pas besoin de passer par ce processus-là. Donc, c'est encore un avantage d'écrire nos directives avec nos proches pour pouvoir faire valoir nos désirs, à quelque part. Ça. Parce qu'à un moment donné, si on ne les a pas faits, ben, c'est d'autres personnes qui vont prendre des décisions à votre place. Ouais. Exact. Ouais. Puis des fois, c'est pas ça que les gens veulent nécessairement. C'est ça. Non. Mais encore là, comme je vous ai nommé, tu sais, ça gagne à se faire connaître là, encore plus. Puis je pense que votre podcast, c'est une belle initiative qui est une autre voie, là, tu sais, que les gens vont pouvoir au moins connaître ça. Oui, certainement. Puis nous, je pense, Catherine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le lien vraiment en bas de Du l'épisode. site du gouvernement. Oui. Où est-ce qu'on Ou peut le retrouver formulaire. le formulaire. Exactement. Comme ça, les gens vont y avoir accès facilement. Puis, mais c'est super intéressant. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça, non? Non. Puis comme je dis, ben, tu sais, dans le fond, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir 90 ans, tu sais, pour le compléter. Tout à fait. Non, puis c'est ça. Puis je pense que le plus tôt qu'on en parle de qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on veut pas à un moment donné dans notre vie, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'âge là, pour être en soins palliatifs, malheureusement. C'est de 0 à 100 ans et plus. Donc, il faut quand même démystifier ça, les soins de fin de vie, puis parler de cette belle approche-là. Puis, tu sais, il y a des gens aussi sur le site de la Régie de l'assurance maladie du Québec, il y a quand même la possibilité aussi de parler à quelqu'un de la Régie. Il y a cette offre-là que j'ai vue dernièrement. Il y a juste, tu sais, downloader ton formulaire ou le faire venir par la poste, mais il y a aussi, on peut se le faire expliquer par téléphone sur le site. Quand même, c'est intéressant. Oui, je trouvais ça bien parce qu'au début, quand ils ont implanté ça, c'était pas possible. Mais ça s'est amélioré un petit peu. Mais je pense que, tu sais,
dans les projets de loi, publiciser qu'est-ce qu'il y a en lien avec la loi sur les soins palliatifs et les fins de vie. Ça fait partie des projets dans le plan d'action du ministère, là, de faire un petit peu plus connaître toutes les options là, ou les modifications qu'ils ont fait là, au fil du temps. Là. Ouais. Puis, tu sais, tu l'as nommé, les professionnels de la santé, nous, on peut aussi accompagner, là. Oui. Fait que, tu sais, si on est dans un épisode de soins, bien, des fois, c'est là qu'on a l'illumination, hein, de peut-être de se rendre compte de notre fragilité, puis de dire, t'as peu, là. Oui. On se fait aussi questionner par les médecins, veut pas, sur le niveau de soins, qu'est-ce qu'on voudrait pour nos soins, tout ça. Fait que là, des fois, c'est là qu'on se met plus à y penser concrètement. Fait que oui, tu sais, à l'hôpital, par le CLSC aussi, on est disponible pour éclairer les gens, les aider aussi à le compléter sans problème. Puis, voilà. Fait que dans les éléments de la loi, c'est ça, il y avait, comme on a nommé, les directives, les soins palliatifs, l'aide médicale à mourir, qui pourrait faire partie éventuellement d'un autre sujet là, avec d'autres professionnels aussi. Mais aussi, un petit élément que je trouvais intéressant peut-être de renommer, c'est que la loi sur les soins infirmiers, sur les soins palliatifs et de fin de vie, a permis aussi de mettre en lumière un peu plus les droits aussi des personnes en fin de vie, là. De respecter un peu mieux la personne, la reconnaissance de ses droits à liberté, pour pas qu'ils soient brimés dans le processus. Puis qu'une personne en fin de vie, il faut qu'elle soit traitée avec compréhension, compassion, courtoisie, équité, respect, dignité, avec une équipe de soins. Un autre élément de la loi, c'est qu'ils veulent que les professionnels qui œuvrent auprès de cette clientèle-là soient mieux formés. Fait qu'ils travaillent fort, le gouvernement, là, même à l'école, là, de faire des modifications au niveau des formations pour avoir des professionnels plus compétents. Donc, ça fait partie aussi de la loi, du mandat de la loi. OK. C'est intéressant. C'est beau de voir que cette initiative-là... ça va faire un peu rayonner, puis les valeurs qui ont été décrites, c'est des belles valeurs, je trouve, justement, pour la fin de vie de la personne, puis en respectant ça, les professionnels, mais ils suivent leur rôle. Ils jouent bien leur rôle, finalement. Totalement. Oui. Mais c'est intéressant. Je pense qu'on a bien expliqué. Bien, certainement, c'était super clair. Oui, hein? J'ai aimé ça. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Oui, parce que c'est ça, il faut démystifier les choses. Je pense que c'est un plus pour tout le monde de bien comprendre. Puis, les gens, il faut qu'ils posent des questions aussi pour pas avoir des sujets qui sont pas répondus parce qu'il y a plein d'éléments là, à tenir en compte dans ce parcours de vie-là. Donc, puis, tu sais, nous, en même temps, en tant que professionnels, on va pas d'emblée suggérer aux patients, avez-vous complété vos directives médicales anticipées, là, tu sais? Non. Vous avez déjà beaucoup de choses à faire, tu sais. C'est ça à penser aussi. Fait que, de prendre le temps de s'informer, de questionner. On va se croiser les doigts que le gouvernement fasse un peu plus de publicité. Mais je pense que comme les organismes à but non lucratif, comme entre autres comme le Conseil des aînés, l'Association des enseignants du secteur public, là, les retraités, ils ont des regroupements. Fait que dans ces instances-là, je pense qu'ils s'assurent quand même dans des offres de conférences ou d'associations de retraités, ils offrent quand même un vaste choix de sujets, dont celui-là que j'ai donné des conférences plusieurs fois là, au niveau des aînés de ma région. Là, mais je sais qu'il y a des gens dans d'autres secteurs qui en font aussi de ces formations-là. Là. Mais c'est bien de savoir que cette offre de service-là, tu sais, ça va me donner des idées pour justement notre organisme. Oui, c'est ça. Ça va être un bon sujet, je pense. Oui, parce que tous nos bénévoles sont retraités. Donc, ça peut être intéressant. Vraiment. Un mot de la fin? On a-tu j'ai envie de dire merci. Merci vraiment. Là, j'ai appris beaucoup. Tu sais, des choses que
qui sont quand même simples, sont accessibles, mais que quand on ne sait pas, on ne sait Non, pas. Hein? c'est ça. Donc, Ouais. merci beaucoup d'avoir éclairé ce volet-là qui me paraissait un peu lourd, mais finalement, c'était super simple, c'était tout en douceur. Donc, merci beaucoup d'avoir... Ça fait plaisir. Merci, Bonne Marie-Ève. bonne Merci. continuité à votre balado. Puis, pour les gens merci. qui nous écoutent, merci de nous avoir écoutés. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. à ça nous va écrire, Oui, peu ça va nous faire importe, plaisir de vous lire. vraiment. Puis, on va mettre vraiment les informations dans la barre de description. Exactement, oui. Puis, on se retrouve pour le prochain épisode. Bye! Bye!